Une année avec Lovecraft, 1925-2025, toujours dans son petit carnet tout petit, où chaque case est bourrée à bloc de hiéroglyphes mentionnant ce qu'a été la journée. On a l'aide pour déchiffrer des récapitulatifs hebdomadaires qu'il envoie à ses deux tantes restées à Providence. On a d'autres livres, comme un excellent bouquin, un essai universitaire, David Godwin, justement aussi sur l'année 2025, mais dans une autre approche, plus réflexive, Midnight Rambles. On a le livre de George Kirk, celui de Belknap Long, on a les souvenirs de son épouse Sonia. Et qu'est-ce qu'on va trouver aujourd'hui? Vous connaissez bien la manip. Attention, on s'en va dans l'ordinateur. Alors nous voilà dans le fac-similé de ce carnet de Lovecraft, ce diary tenu jour après jour toute son année là dans ce studio au 169 Clinton Street. On est le 13, vous voyez que le 12, oh là là, il a débordé, ce qui fait que là, on n'aura que 4 lignes. Il faut qu'on trouve d'ailleurs un équilibre entre la vidéo et puis la lecture, mais quand même, c'est de parler ça qui fait qu'on cherche ensemble et qu'on trouve. Alors ces 4 lignes, est-ce qu'on peut les grossir un peu? On est toujours avec une journée d'avance, lui est mardi, tandis que nous, là, on sera lundi. On aura quelques petites surprises puisqu'on va aller centre-ville. Il y a quelque chose que je ne comprends pas ici, un nommé Gufford. Est-ce que c'est un ami de Sonia qu'il rencontre ou qui les accompagne? Puisqu'on va s'offrir une sortie. Là, on va aller voir Student Prince, la reprise d'une comédie musicale, Le Prince d'Heidelberg, qui date de 1910. Et en ce moment, même Lovecraft, il va dire à sa tante, « Waouh, j'en ai pris plein les yeux. » Suite à la suite de quoi, eh bien, on remontera et on ira au drugstore pour faire quoi? Pour acheter un nouveau ruban pour la machine à écrire. Ça remonte au dimanche, 2 jours plus tôt, une abréviation que je n'avais pas comprise à ce moment-là. Simplement qu'il l'aide sur... il y avait Mab, eh oui, mais c'est Mabley et Carouse, c'est les employeurs de Sonia à Cincinnati, et c'est une chaîne de magasins, et justement, là, ça va être le grand événement de la semaine. Sonia doit faire une conférence, là, devant tout le personnel commercial de cette chaîne, donc elle est en train de le rédiger. Eh bien, ça, ils vont se le faire tous les deux comme ils ont l'habitude. Et là, la dernière version, eh bien, tout simplement, c'est lui, Howard, qui va la dactylographier, ce qu'il n'aime jamais beaucoup faire, mais pour cela, il lui faut un nouveau ruban de machine à écrire. C'est pas grand-chose, non, mais c'est pas grand-chose, ça nous donne là... c'est quoi le quotidien? Et dans le quotidien, le rapport à la littérature, est-ce qu'il va y en avoir un aujourd'hui? Peut-être pas tant que ça, mais on commence. C'est comme si on lui serrait la main, Lovecraft. On lui donne beaucoup sur l'épaule. On dit, c'est comme ça. Et finalement, t'as bien fait. Et ça compte. Alors, qu'est-ce que je vous envoie, moi, aujourd'hui? Puisque c'est ça l'essentiel. Ce sera... comme ça, toujours mon petit PDF 2 pages. Alors, avec George Kirk, on s'en va en ville. Ceux qui ont suivi ce qui s'est passé hier, demain, ce sera l'anniversaire de leur ami Samuel Loveman. Il a 38 ans. Hier, ils sont allés à Chinatown et de là, ils sont remontés dans la partie commerciale du centre Manhattan. Ils vont lui trouver, ça c'est lettre à la tante qui nous le raconte, une petite commode pour ranger ses livres, un tout petit truc pas trop cher, mais qui a quand même 2 petites portes vitrées pour installer ses bouquins. Et Lovecraft tout seul complétera par des petits objets, des petites chinoiseries, là, des petites babioles pour décorer là, en avant des livres. Et là, vous voyez, comme ces choses-là, c'est précieux. Et pourtant, avec George Kirk, on s'en va centre-ville. Ça nous dit pas grand-chose.
Évidemment, on peut remonter la pente avec les autres. Par exemple, qu'est-ce qu'il dit? C'est que il prend l'initiative de ce cadeau d'anniversaire avec George Kirk. C'est eux deux qui vont acheter. Sonia, elle est prise par ces questions de travail et la préparation de cette conférence. Eh bien, elle dira, mais il y en a un tiers pour moi. Et alors que c'est elle qui finalement a beaucoup plus de moyens que eux tous réunis, elle se contentera de prendre un tiers à part égale. Et avec ces petites choses, on va pouvoir arriver à les suivre avec eux sans intrusion. Alors avec Kirk, on va à Centreville. Vous vous souvenez qu'il a dormi chez George Kirk, qu'ils ont parlé toute la nuit. Mon brave Lovecraft doit flotter un peu. Quand il revient à la maison, eh bien, on va téléphoner justement pour ses courses et cette petite étagère à livres qu'il doit trouver. Et puis, une fois qu'ils ont choisi les cadeaux, eh bien, on retrouve Sonia, Centreville, et toujours le mystère de ce monsieur Gufford, ou Gufford, moi, que ce soit une boutique, ou je sais pas, mais confiance, tout ça, on apprend, nous, à finalement trouver, et on s'en va voir cette comédie musicale qui s'appelle Student Prince, et puis ce sera le retour. Et cette question-là de ruban, de machine à écrire. Alors, Student Prince, c'est une des pistes que j'ai suivies. Dans les annonces, dans les programmes du Times, on trouve que c'est au Jolson Theatre. C'est bien là, le mardi, jeudi, samedi, à 14h30. Ben, vous voyez, c'est la séance à laquelle ils ont assisté. On a les prix à partir de 40 cents ou 100 selon les sièges. Et ensuite, si on veut des loges, ben c'est $1, $1,50, $2, $2,50 et $3. Alors, quel type de place Sonia a payé? Ça, on ne le saura pas, mais quel bonheur là de passer de la toute petite mention Student Prince ici à savoir qu'effectivement, quelles étaient les heures, quels étaient les tarifs. Et c'est comme ça qu'on va trouver des trucs concrets. Dans la colonne d'à côté, il y a par exemple une revue comique et c'est l'apparition, la première fois à New York, mais vous voyez que c'est pas eux qui sont en gros titre, c'est les Marx Brothers, mais ça pour l'instant ça n'a pas rejoint, et puis tant qu'à faire, eh bien, aller chercher des images de ce Jolson Theatre, et j'en ai trouvé quelques-unes. Alors, c'est pas difficile de trouver des images de Broadway, là, en 1925. Je crois que celle-ci, c'est 1926. Et apparemment, là, on est simplement Times Square. Vous voyez les embouteillages, les bus, les voitures, les piétons. Et idem ici, c'est en remontant donc Broadway. Et le Jolson Theatre, eh bien, j'ai une photo de 1930 et c'est le Jolson illuminé la nuit et excusez du peu, c'est Berenice Hubbard elle-même qui a fait cette photographie en 1930. Alors il y a des effets de lumière, d'éblouissement. Il faut vraiment, moi, si on ne me disait pas que c'était le Jolson Theatre ici, je ne le saurais pas, mais du coup, on peut remonter cette magnifique série de Berenice Abbott sur New York la nuit. Et voici cette photo comme ça à la verticale. Et là aussi, c'est moi, si j'avais cette humilité, avec humilité, là, d'aller retrouver comme ça cette part, comme ça, se visualiser, ce qui pour nous ne sont que des mots abstraits, on n'aura pas perdu notre temps. Et pour ça, il faut se ralentir, il faut se déplier, il faut accepter de dire Student Prince, Lovecraft a une comédie musicale. Eh ben oui, c'est comme ça. Alors voilà, le New York Times du jour. Il y a 44 pages ce lundi. Et j'ai pris un article qui m'a attiré. Alors j'en ai même plusieurs. Il y a ce monsieur qui laisse son affaire de 7 millions de dollars à ses 6 employés.
magnifique et on l'en admire. Mais il y a ce petit truc-là. Alors, euh, libération des 4 postiers qui avaient volé pour vivre. Et c'est le mot là des 4 postiers. Et comment un tout petit fait divers comme ça peut remonter en page 1 du Times? Eh bien, parce que le Times lui-même, dans cette affaire-là, avait pris position en disant que ces gars-là, est-ce qu'on était sûr qu'il fallait les envoyer en prison ou leur briser leur vie pour une petite histoire comme ça? Et des concurrents du New York Times en avaient profité pour dire « Regardez la mentalité du New York Times, il défend les malfrats ». Et je crois que le Times, vous allez voir l'énoncé de la peine et comment s'articule le jugement. Je crois qu'évidemment pour eux, c'est répondre aux critiques qu'on leur avait faites. Alors si vous voulez bien cette histoire, je vais vous la lire. Je reviens à mon PDF, on va essayer de le grossir un peu. New York Times, 13 janvier 1925. Sur le constat qu'ils étaient scandaleusement sous-payés, que leurs longs états de service étaient exemplaires et qu'une condamnation les assimilait à la classe des criminels, le juge fédéral Francis A. Winslow a innocenté hier 4 postiers qui avaient avoué leur léger détournement. Mais c'est ça toute la question. Est-ce que d'être sous-payé justifie qu'on détourne de l'argent d'un patron ou d'un service, en l'occurrence le service postal? Est-ce que c'est si simple? Surtout justement quand c'est à la justice de trancher. Après qu'il eut porté cette action à la cour à la demande du procureur en charge de l'affaire, le juge Winslow, comme au temps de Trump, Justice Winslow, a expressément confirmé qu'il n'avait jamais considéré que des employés des postes ou ailleurs, aussi mal payés, soient tous malhonnêtes, ni qu'il considérait le fait d'être sous-payé comme une excuse à la malhonnêteté. La Cour, non seulement a libéré les prévenus, et vous allez voir ce jugement, mais a promis de les aider dans leur recherche d'emploi. Ils ont été virés, clair et net. Et leur a recommandé de s'adresser aux pasteurs de leur paroisse et s'en remettre à la consolation de la religion. Des fois, tu es bien content qu'en France, depuis 1905, on soit un petit peu libéré là, de ces... Enfin bon, un petit peu, mais pas tout, ces obsessions religieuses. Leur caution de 500 $ chacun, quand même, a été bloquée jusqu'au 1er juin, donc 6 mois plus tard, date à laquelle ils devront à nouveau comparaître et prouver avoir maintenu une vie honnête. La procédure fédérale n'autorise pas de sentence ainsi suspendue. Donc le procureur a dit « C'est bien votre truc, mais ça n'entre pas dans le cadre légal. » Et la Cour n'a pas indiqué les motifs de cette mise à l'épreuve. Les amis des prévenus espèrent qu'ils seront alors totalement innocentés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les prévenus ont admis avoir utilisé des timbres décollés des paquets. C'est-à-dire, c'est le timbre, tu sais, tu en colles tout un paquet, et puis ensuite, à la poste, c'est tamponné. Pom, pom, pom. Eh bien, si tu décolles ça avec une petite éponge mouillée, les timbres qui ne portent pas d'oblitération, tu perds, et tu les revends. Les avoir revendus comme des timbres neufs en gardant l'argent. Tu fais fortune avec ça. L'adjoint du procureur John D. Blake a exposé l'histoire du crime tout en reconnaissant les bons services depuis longtemps des accusés. En interrogeant M. Blake, le juge a établi que la plupart des employés des postes recevaient un salaire annuel de 1800 $. Et pour nous, là, ça va être important. C'est ces choses-là qui vont donner l'échelle, en particulier rapportée au budget de H.P. Lovecraft, puisque pour ce qui nous intéresse, et que les prévenus avaient commencé leur commerce de timbres récupérés il y a 1 an. C'est-à-dire les pauvres, ils se sont fait repérer tout de suite, quoi. Le montant total des détournements pour chacun atteignant 100 $, 5 fois moins que la caution qu'il aurait imposée. Les prévenus, ça aussi c'est intéressant, sont Charles Huber, 39 ans, dans le service postal depuis 17 ans, célibataire avec sa mère de 71 ans à sa charge. Joseph Connelly, 42 ans, 18 ans de service, avec une femme et 4 enfants dont le dernier n'a qu'une semaine. Arno Schaller, 46 ans,
18 ans de service avec une femme et 6 enfants. Enfin, William Gallagher, 60 ans, 31 ans de service avec une femme et 4 enfants. Ces hommes, a expliqué M. Blake, ont été arrêtés en mai au bureau postal où ils étaient employés après avoir été surpris par 2 inspecteurs, Hoffman et Bosch, qui les suspectaient, et quand ils les ont accusés, ils ont avoué. Et ça, c'est gentil aussi. Donc, il y en a 4 qui ont avoué et ils ont dénoncé les 2 autres. « Oui, mais eux, ils font pareil, monsieur !» Voilà, c'est le petit article, mais rien que du symptomatique, mais c'est ça aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai continué sur mon PDF? Alors on peut aller regarder le Times si vous voulez. Je l'ai fait défiler. Et à mesure qu'on... Alors il y a beaucoup de choses, évidemment, toujours. Par exemple, vous vous souvenez qu'il y a quelques jours, on avait exhumé dans l'Hudson un buste d'empereur romain. Alors tout de suite, les Romains sont là. Tenez, les Romains sont venus jusqu'ici et ils ont perdu une statue dans l'Hudson. Non, bah, c'est plus compliqué que ça. Mais on n'a toujours pas réglé la question. Alors il y a un article là, dans une... Tenez, oh là, un prix de mots croisés doté de 25 000 $. T'imagines que ça va pas les faire saliver. Tenez, celui-ci aussi, il faut que je le recopie dans mon petit PDF. On ne sait jamais si vous arrivez à le résoudre, comme Georges Perec aimait tellement ça lui aussi. Peut-être que sur les 25 000 $, le New York Times vous serait encore capable de vous les payer aujourd'hui. Le plus grand concours de tous les temps. Mais eux, c'est leur passion, justement, les mots croisés. Alors, les pubs, 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 les pubs. Arrivé ici à la page 11 sur 44, tout d'un coup, je tombe sur cette image. Alors évidemment, on est dans un travail, ils font travailler les dessinateurs. Je pourrais décrire l'image et essayer de la faire aujourd'hui, refaire par ChatGPT ou tous les autres logiciels d'intelligence artificielle. Non, c'est des gars qui travaillent. Et comment ils travaillent? Alors vous voyez, on a 3 hommes, 2 femmes qui est allongés sur un canapé en fumant la pipe. Là, c'est madame qui est dans son giron. Ça doit bien faire rêver les gens comme Lovecraft, je sais pas. Celle-ci qui est ici, et ça nous laisse au milieu une fenêtre ouverte avec là le récepteur radiophonique. Et vous voyez que plus loin dans la fenêtre, on a vue sur la grande ville et il y a la tour surmontée de son pylône avec une antenne qui est évidemment ici sur le dessin est totalement disproportionnée et phalliquement symbolique, mais le radiorécepteur avec sa petite poignée transportable. Oui, parce que justement, on peut les emmener sur batterie. Dès ce moment-là, eh bien, il y a son antenne portative juste à côté. Et le slogan, la fenêtre magique dans votre maison. Et voici le Radiola Super Heterodyne de la Aeolian Company dans des meubles d'acajou. Vous voyez, c'est vraiment comme un buffet d'orgue. Alors, évidemment, ça, je me dis, je la prends, celle-là, je la prends. Mais quand j'ai continué, eh bien, à la page suivante, qu'est-ce que je vois? Tosca Radio. Et là, on a encore un petit appareil portatif avec son antenne. Il ressemble comme un frère au précédent. Et où trouver ce merveilleux récepteur? Marvelous Receiver. Eh bien, chez Tusca, bien entendu. Et si on continue, la page encore suivante, encore un autre qui ressemble comme un frère aux 2 précédents, mais cette fois, c'est les Neutrodyne Receivers Get the Thrill on Natural Tone chez Wire Radio Corporation, la voix naturelle. Et puis, par contre, ici,
Là, c'est les meubles chez Atwater dans le Kent, c'est Davega, et Davega, lui, vous vend plutôt, ouais, 185 $ le meuble en acajou pour avoir chez vous les meilleurs animateurs. Là, on n'est plus sur la voix, on est sur The World's Best Entertainers. Et ça continue. J'ai mis aussi cette petite annonce que j'adore sur comme des petites boules caisses là de l'époque aussi, des petits bouchons de cire. Et là, la batterie qui va vous aider à aller écouter la radio partout. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne sais plus. Je crois qu'il y en a encore une autre que j'ai sélectionnée, mais bon, voilà. C'était mon New York Times d'aujourd'hui. Si je reviens donc à mon petit PDF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, c'est les annonces qu'on a vues ensemble. La publicité pour les boules caisses, les photos, donc celle de Berenice Abbott sur ce Charleston's Theatre où les Lovecraft vont écouter leur comédie musicale, et c'était le journal du 13 janvier.